Bien, eh ben, on va reprendre pour ce dernier tempo de la matinée, donc avec, Juliette qui va intervenir pour cette deuxième partie. Bon, naturellement, on a un petit peu débordé, j'en suis vraiment encore désolé. Et à toi, Juliette. Merci Yves. Donc Juliette 2, le retour. Je voulais commencer par rendre hommage Tu peux à... enlever ton masque. Oui, c'est vrai. Je voulais commencer par rendre hommage à François qui vient de faire cette présentation. Je pense que vous partagerez mon avis, mais moi j'ai été vraiment très impressionnée, sincèrement, par ce qu'il a fait. Et je voulais, depuis ma place à moi en littérature, en sciences humaines, témoigner de ce que, de manière très modeste et très discrète, il a quand même parlé d'une véritable révolution scientifique et professionnelle dans son domaine. Il l'a dit si modestement que je voulais insister. Et puis quand même, vous vous êtes rendu compte que c'est un homme qui vient de promettre l'éternité. Voilà, c'est ce qu'il a promis aux gens qui ont parlé. C'est vraiment une situation extraordinaire à laquelle on vient d'assister dans cette communication. Je me suis d'ailleurs souvenu, pour faire le lien avec sa communication, du fait que l'un des fondateurs du campus Condorcet, dont je vous parlais avant de laisser la place à François, est un ancien directeur de l'école des Chartes. Donc il n'est pas surprenant qu'il y ait des affinités entre le projet globalisant du campus Condorcet, le projet globalisant du Covid-19 Muséum et le projet permettant la globalisation qu'est en train de mettre en place François. Alors, je voudrais maintenant inverser la perspective qui a été la mienne ce matin, et je voudrais non plus voir comment utiliser le Covid-19 Muséum comme un outil, ni voir ce que le Covid-19 Muséum peut faire aux institutions avec lesquelles il pourrait travailler et dans lesquelles il pourrait être situé. Je voudrais maintenant analyser, interpréter le Covid-19 Muséum comme je le fais avec mes instruments littéraires. Je veux faire de ce projet de recherche mon objet d'étude. C'est-à-dire, pour le dire de manière plus marquante pour l'esprit, plus provocante, mais c'est ça le principe, je veux traiter le Covid-19 Muséum comme une œuvre qui serait, par exemple, exposée au MoMA. Hein, vous savez, ce type d'œuvre dans lesquelles on peut avoir une présentation numérique, une vidéo, etc. Donc, prenons les slides, hein, je crois que c'est le mot qui a été utilisé, prenons ces projections qui sont faites, la présentation, le projet, les interlocutions, les échanges, et étudions cela maintenant comme une œuvre d'art. Ce qui veut dire que je dois inventer ou déplacer ou transformer, exactement comme l'a fait François, et c'est pourquoi je lui ai posé la question, les outils avec lesquels je travaille d'habitude. Parce que bien sûr, je peux choisir cette hypothèse hein, et faire du Covid-19 Muséum une œuvre, mais tout de même, ce n'est pas un objet habituel dans mon travail. Première de mes questions, est-ce que le Covid-19 Muséum est un musée? Alors, Yves a rédigé un article qui a été publié récemment dans The Conversation. Et une des réponses qui ont été apportées à cet article, et c'est un projet tout à fait intéressant, mais votre Covid-19 Muséum n'est pas un musée pour une raison très précise, parce que vous n'y faites pas le choix de ce que vous y déposez. Et l'acte fondateur, l'acte caractéristique du musée, c'est le fait d'avoir opéré un choix, de rendre compte d'un choix et de donner à voir le résultat d'une sélection. La réponse, elle est assez claire, assez facile. Le choix du Covid-19 Muséum est de n'avoir pas fait de choix. Vous voyez, c'est exactement la même geste, hein, pour prendre une expression littéraire, que celle de François dans ses archives. Le même choix. Nous cessons de faire un choix. Mais cesser de faire un choix, c'est très clairement un choix, et je reviendrai dessus. Deuxième choix, François n'a pas eu le temps de nous en parler, mais dans le cas du Covid-19 Muséum, la chose a été écrite à plusieurs reprises.
le choix de préserver les muséographies d'Yves, les présentations, les organisations, bref, les choix de tous ceux qui font des collectes de données. Donc, cet argument, ce premier argument, le Covid-19 Muséum ne serait pas un musée parce qu'un choix n'est pas opéré, je crois qu'on peut le réfuter. Deuxième argument, cette fois qui a été présenté lors des journées du patrimoine, c'était rue Vivienne en réalité, c'était par visioconférence, le Covid-19 Muséum ne pourrait pas être un musée ou serait un musée qui pose problème parce que ce qui est présenté, ce n'est pas réel, ce n'est pas la réalité. Et était opposé à la collecte du Covid-19 Muséum, par exemple les modifications des services médicaux en service Covid+, puisqu'on en parlait, le manteau d'une enfant morte, ou bien le tricycle d'un enfant irradié. Alors là, ma réponse va être une réponse plus philosophique, c'est que je m'étonne que nos collègues n'aient pas réfléchi au fait qu'aucun d'entre nous, ni vous ni moi, ni vous en sciences exactes, ni moi, n'avons jamais accès à la réalité. La réalité, c'est ce à quoi nous n'avons pas accès. Nous ne travaillons que sur des représentations, des constitutions de la réalité. Ce tricycle n'est pas plus la réalité que cette chaise, ou que sais-je. Tout cela, c'est une interaction entre l'homme et quelque chose qu'il ne peut saisir que de manière médiatisée. Tout ce à quoi nous avons affaire, c'est de la représentation. C'est une question philosophique, si vous voulez, j'y reviendrai. Il n'empêche que c'est absolument fondamental de comprendre ce point et de ne pas confondre réalité et vérité. Réalité et vérité sont deux choses différentes. De même, réalité et scientificité ne sont pas synonymes. La scientificité se construit par un certain nombre d'exigences auxquelles il faut répondre. Là encore, nous y reviendrons. Donc voilà pour des premiers éléments de définition du musée. Je crois, moi, que de là où je parle, on peut bien définir le Covid-19 Muséum comme un musée au sens du premier musée. Au sens du premier musée, le Muséon d'Alexandrie, qui était au départ un temple en l'honneur des muses, des divinités des arts, mais qui était surtout un lieu construit pour être mis à disposition des artistes, de ce que nous appellerions aujourd'hui des chercheurs, de ce que nous appellerions aujourd'hui des intellectuels. Ces mots ne sont pas les mots qu'on aurait utilisés à l'époque. Donc, on crée une communauté de gens qui vivaient et qui travaillaient ensemble, qui se posaient des questions ensemble, et on mettait à leur disposition des jardins, parce que le jardin est associé au locus amoenus, au fait de travailler, de créer, d'observer. Alors, dans cette faculté, il ne manque pas le jardin dont j'avais besoin pour que ce soit un musée. Donc, il y avait des jardins, il y avait des collections d'art, etc. Et aujourd'hui, la représentation courante du musée, c'est le lieu où l'on peut voir des tableaux ou des collections d'art, mais c'est une représentation très limitée par rapport à ce qu'était ce premier musée. Je crois que le Covid-19 Muséum peut correspondre à cette première définition du musée. Cette première définition du musée, elle a quelque chose de mythique parce que, vous savez, on décrit ce musée comme ayant été détruit, comme ayant disparu. En fait, on ne sait pas bien qui a détruit ce musée, on ne sait pas bien s'il a brûlé, on le décrit comme le musée qui a brûlé. En tout cas, il est le musée de l'origine, le musée mythique qui présente un modèle, qui présente une structure que je propose au Covid-19 Muséum et en même temps qui n'est plus là. Donc, je propose au Covid-19 Muséum de se structurer comme ce premier musée mythique qui n'a plus de lieu, ce qui correspond très bien à la dimension numérique de ce projet. Car qu'est-ce que le numérique pour quelqu'un comme moi, si ce n'est le lieu de quelque chose qui n'a pas de lieu? Y a-t-il une organisation ontologique dans le Covid-19 Muséum? C'est une des questions que nous évoquions à la pause, mais vous, derrière l'ordinateur, vous n'avez pas pu l'entendre. Nous en parlions avec François, parce que les archivistes sont formés maintenant aux ontologies, c'est-à-dire à ce qu'ils appellent des thésaurus, à des procédés de classification, de nomination des objets et des collectes, de manière à permettre l'identification et les recherches. C'est un des gros projets, c'est un des gros défis scientifiques
qui sont posées par le Covid-19 Muséum. Il faudra respecter les ontologies, construire une méta-ontologie. C'est un des grands sujets. Si on voit cette question de mon point de vue, à moi, de littéraire, je dirais que le Covid-19 Muséum est un projet qui est construit autour des questions du nom, autour des questions de la nomination. Son fondateur en parle moins maintenant, ce serait intéressant de l'interroger pour savoir pourquoi, mais à l'origine, lorsqu'il parlait du projet, il évoquait souvent un mur des noms. Un mur des noms, le mur de ceux qui étaient morts pendant l'épidémie et qui n'avaient pas pu être honorés d'une manière satisfaisante parce que vous savez, Marie-Christophe Boissy en a parlé, les obsèques étaient difficiles, parfois impossibles, parce que le deuil ne pouvait pas se faire, parce que les déplacements n'avaient pas lieu. Donc, il était question d'un mur des noms, je pense que c'est toujours le cas, mais il est intéressant de voir quelque chose qui s'est construit autour de la préservation du nom. De même, l'ontologie, dans mon esprit, c'est une question de nomination. C'est encore une question de nomination. Donc, préserver les noms, donner des noms, nommer, et ces noms dont nous parlons présentent, exactement d'ailleurs comme le premier musée mythique dont je vous parlais, la même caractéristique d'être des noms absents. Ce projet se construit autour de noms absents. Et pour ceux d'entre vous qui sont des littéraires ou en sciences humaines, cela sonne à l'oreille de manière extrêmement familière. Un sémiologue qui s'appelle Roland Barthes a démontré à quel point le nom absent est la pile électrique, le moteur de créativité littéraire d'un écrivain comme Marcel Proust, aussi fondamental que Marcel Proust. Et bien avant Marcel Proust, aux origines de la poésie occidentale, pardon toujours pour ce biais culturel que j'introduis, mais je ne demande qu'à collaborer avec ceux qui m'expliqueraient davantage. Donc, la littérature occidentale, plus précisément la poésie occidentale, inspirée par ce qui se faisait en poésie persane, il y a eu des voies, les voies qui ont été suivies, qui ont permis des influences culturelles, s'est construite autour d'un nom absent. Toute la poésie occidentale est construite autour d'un nom absent. En principe, le nom absent de l'être aimé. Mais cela peut être aussi, de manière plus structurelle, le nom absent de Dieu. Le nom absent d'un Dieu qui se serait détourné de sa création. Et on remarque que c'est une des structures principales de la création littéraire et artistique. Donc moi, je trouve que ce mur des noms, à l'origine, l'une des origines du Covid-19 Muséum, que cette question de la nomination, de l'ontologie qui vient immédiatement, que cette insistance à répéter le nom des cofondateurs, le nom des collaborateurs, etc., est quelque chose de caractéristique du musée en tant qu'œuvre, quand on l'étudie, avec mon point de vue. François disait qu'il était un homme attiré par les frontières. Moi aussi, et ça n'est pas par hasard si nous sommes réunis dans le Covid-19 Muséum, parce que dans le Covid-19 Muséum, il est sans cesse question des problématiques de la frontière. On emploie un mot un peu jargonnant dans ma discipline, on appelle cela les études de liminalité. Le limes, la frontière. Regardez et écoutez à l'avenir à quel point il est question et va être question de « mais qu'est-ce qui a le droit d'entrer d'eux » Ce qu'a dit François. Qui a le droit d'entrer dans les archives? Est-ce que j'ai le droit de faire entrer? Qui va entrer dans le Covid-19 Muséum? Yves dit tout le monde. Donc tout le monde peut entrer. Qui a le droit de consulter? Tout le monde. Quelles sont les conditions de l'entrée, de la sortie, de la consultation, de la présence? On est sans arrêt dans une étude de l'entrée, de la sortie, des passages. Vous allez me dire, mais on s'en moque. Pourquoi est-ce qu'elle nous parle de liminalité et de frontières? Eh bien, parce que c'est à la frontière que se passent pratiquement toutes les innovations créatrices, a-t-on remarqué. Rarement, une innovation créatrice se passe au centre des choses. Et voyez comme il a fallu que François, qui, il nous l'a dit, appartient au cœur
du système d'une formation d'élite en France, il a fallu que François fasse un pas de côté pour proposer une innovation méthodologique aussi importante, en fait épistémologique aussi importante que ce qu'il a fait jusque-là. Le Covid-19 Muséum est un projet de frontières culturelles, de frontières disciplinaires, de frontières méthodologiques. Pratiquement tout s'y réfléchit en ces termes. Et à l'intérieur de la logique de la frontière, quelles sont les règles qui se mettent en place et qui se discutent? Ce sont les règles de l'hospitalité. Alors, l'hospitalité, dans le Covid-19 Muséum, ça ne s'appelle pas l'hospitalité, ça s'appelle données ouvertes, sciences reproductibles. C'est-à-dire, vous entrez dans ce lieu à certaines conditions et on garde une trace de votre passage et ce passage doit vous permettre de sortir en emportant quelque chose qu'en même temps vous ne prenez pas. Ce sont toutes les règles de l'hospitalité quand on les examine. Et vous savez que l'hospitalité n'est pas une des modalités de la vie sociale. C'est une modalité fondamentale de la vie sociale. Vous savez que dans nombre de cultures, les lois de l'hospitalité sont les lois les plus importantes, ne serait-ce que parce que l'on ne sait pas, on ne sait jamais qui on est en train d'accueillir quand on accueille quelqu'un. En tout cas, dans le Covid-19 Muséum, tout le monde est accueilli. Les règles de l'hospitalité sont posées telles que je vous les ai indiquées, c'est-à-dire sciences ouvertes, données ouvertes, recherche reproductible. À partir de cette position de liminalité, d'hospitalité autour du non absent, peut se produire un phénomène de création artistique et scientifique que l'on étudie dans ma discipline en termes d'émergence. Qu'est-ce que l'émergence? C'est l'idée que lorsque l'on réunit des choses, des objets, quels qu'ils soient, ou des personnes, on obtient plus par la réunion que la somme des parties. L'exemple que l'on prend pour faire comprendre ce principe est que les mots d'une phrase séparément donnent moins comme sens que le sens qu'ils donnent quand ils sont réunis dans une phrase. Il n'y a aucun mot ne prend un sens à l'extérieur de l'ensemble des phrases dans lesquelles il est employé. On peut en discuter. On peut en discuter. On pourrait dire effectivement que le langage ne fonctionne pas avec des mots isolés. Mais tout de même. Donc, le principe... On n'a pas encore fait le fait que l'ensemble de tous les ensembles n'existait pas, mais ça va bientôt. Mais depuis ce matin, de toute façon... Depuis ce matin, je pense de toute façon que les mathématiques ont des choses à dire très, très proches de ce que je dis et en les modifiant en même temps et qu'il faut qu'on entame un dialogue et une traduction, en effet. Alors, l'intérêt de la question de l'émergence, c'est l'idée de pouvoir faire naître du nouveau, émerger du nouveau. Il faut qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait un nouveau savoir. Mais cela n'est possible qu'à condition de quitter une attitude qu'il est très difficile de quitter, qui est celle de la reproduction, de la répétition. En fait, sans en avoir conscience, nous appartenons à des mondes culturels, religieux et scientifiques dans lesquels nous sommes formés à et portés à la répétition de la parole du maître ou de la geste héroïque. Si nous répétons, nous sommes validés dans notre formation, nous sommes reconnus dans notre travail. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont valorisés quasiment que les gens qui ne font pas naître quelque chose de nouveau. Les gens qui font naître quelque chose de nouveau sont soumis à de grandes difficultés. L'histoire de l'art, l'histoire de la recherche le prouvent à l'envi. Eh bien, le principe d'émergence du Covid-19 Muséum, c'est celui qu'a appliqué François. Là, je le répète encore, vraiment, la démonstration était très claire. On accepte de ne pas répéter. On accepte de ne pas reproduire. On part à l'aventure dans ce musée qui est un musée sans être un musée, dans ce numérique qui prend une dimension tout à fait exceptionnelle, dans cet interdisciplinaire qui fait qu'on ne sait pas comment on va se parler, comment on va s'en sortir, dans cette dimension absolument gigantesque qui fait qu'il nous faut un GPS qu'on n'a pas encore inventé, qu'on est en train d'essayer de faire un peu ensemble.
Donc, le principe de l'émergence est un principe qu'il va être intéressant d'observer dans ce projet. En même temps, il y a dans ce projet quelque chose du « je me souviens » de Georges Perec. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Perec dans lequel il écrit des petits souvenirs qu'il associe les uns aux autres, pratiquement sans liaison. Je me souviens, c'est aussi la devise du Québec, ça n'a pas tout à fait la même signification. C'est quelque chose qui est absolument fondamental dans la culture juive, à tel point qu'on pourrait se demander si cette expression « je me souviens » ne résume pas en partie la démarche religieuse juive. Le Covid-19 Muséum, c'est « je me souviens ». Je me souviens, y compris du présent. J'ai commencé à le dire avec le mur des noms. Il va falloir étudier quelque chose de ce type. C'est d'ailleurs le Covid-19 Muséum, quelque chose comme une tour de Babel que nous sommes en train de construire. Là encore, la tour de Babel est en fait un objet de matheux. Vous savez qu'on s'est aperçu que cela a été extrêmement représenté quand on est passé aux réflexions autour de la reconnaissance de l'existence du zéro. La tour de Babel pose la question du passage de 0 à 1 et de 1 à 0. Elle pose aussi la question de savoir si l'espace-temps sont continus ou discontinus. L'histoire de l'art le montre. En tout cas, la tour de Babel, c'est un endroit où il a fallu apprendre à se parler dans des langues différentes, où il a fallu apprendre à ne pas craindre un Dieu jaloux qui ne voulait pas que l'on fasse preuve d'hubris et d'orgueil et qui ne voulait pas que l'on fasse quelque chose qui ne répétait pas ce qui était fait avant. Donc, il y a quelque chose d'une tour de Babel dans ce projet numérique. En fait, ce musée qui n'a pas d'autre lieu que numérique est quelque chose que l'on peut sans cesse examiner en termes de lieu, mais je crois que j'arrive à 13 heures et que... Non, je continue encore un petit peu. Voilà. Bon, donc cet objet qui n'a pas de lieu matériel, on peut le réfléchir en termes d'autres lieux, en particulier, et cette fois je ferai appel non pas à la littérature mais à la psychanalyse, en termes d'espace transitionnel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'espace transitionnel, il est très connu dans le monde anglo-saxon, beaucoup moins dans la psychanalyse et la psychologie d'inspiration psychanalytique française. L'espace transitionnel se définit au départ comme l'espace qui est situé dans le regard échangé entre un enfant et sa mère. Quand je dis sa mère, je ne veux pas dire une femme, toute personne maternante, ça peut même être plusieurs personnes, donc toute personne maternante qui s'occupe de l'enfant, mais je dis une mère pour ne pas à chaque fois utiliser des périphrases. Donc l'espace transitionnel, c'est au départ l'espace échangé entre une mère et son enfant. Dans cet espace qui se développe au fur et à mesure des mois, l'enfant a l'impression que le biberon ou le sein qui lui est apporté, ou bien les soins qui lui sont donnés, sont quelque chose d'entre deux, peut-être apporté par l'extérieur, peut-être inventé ou créé par lui. L'espace transitionnel, c'est cet espace dans la vie humaine dans laquelle on ne demande pas au petit enfant, et plus tard pas à l'adulte qui est héritier de l'enfant, de rendre gorge. On ne nous demande pas de savoir si c'est réel ou pas, pour reprendre ce que je disais. On ne nous demande pas de rendre des comptes. Et en fait, cet espace transitionnel trouve son héritage dans tout l'espace de la culture humaine. Tous les objets de culture, tous les objets de savoir, etc., sont héritiers de l'espace transitionnel. Cet espace se construit par une relation. Si l'enfant, quand il regarde sa mère, voit sa mère qui le regarde, alors il y a une interaction, quelque chose de vivant dans cet espace transitionnel, dans les objets qui y sont et dans le monde de la culture et de la pensée. Si en revanche, le regard de l'enfant voit un regard miroir, le regard d'une mère qui, par deuil, par souffrance, pour toutes sortes de raisons, ne regarde qu'elle-même ou qu'en elle-même, alors cela ne peut pas fonctionner. Et on a observé que l'attitude créatrice, l'attitude d'invention, les interactions fécondes se font quand à la fois on peut être dans cet espace transitionnel où on a le loisir d'expérimenter,
je le répète, de ne pas rendre gorge, et en même temps, quand on est en position d'avoir ce que l'on appelle une sommation, c'est-à-dire un regard qui nous regarde en train de regarder, non pas un regard qui se regarde lui-même à l'intérieur. Je ferai des interventions plus longues sur chacun des éléments que je suis en train d'évoquer en ce moment, si vous voulez, au cours des années de longue vie que je souhaite à ce séminaire. Mais étudier le Covid-19 Muséum comme un espace transitionnel de création est quelque chose qui me paraît extrêmement fructueux. Une autre fois, je pourrais parler d'un autre lieu qui porte un nom sinistre, mais qui est intéressant pour les études de créativité, qui est l'entre-deux-morts. Et puis évoquer éventuellement la logique du labyrinthe, puisque d'un point de vue imaginaire, tout ce qui est relié au numérique et au réseau peut fonctionner comme un labyrinthe. Or, le labyrinthe, c'est tout sauf un lieu anodin, tout sauf un lieu où on s'amuse, c'est associé à un certain type de démarche et de représentation. Alors, je conclus rapidement sur des choses dont je répète que je n'ai fait que les évoquer, les effleurer, et je pourrais les développer, en discuter avec vous si cela peut présenter un intérêt dans la suite des travaux. Je voudrais répondre à la question que je posais au début, qu'est-ce que le Covid-19 Muséum? À mon avis, une des réponses les plus fructueuses, c'est ce que les juristes et les économistes appellent un bien commun. Ça fait partie des communs. C'est quelque chose qui est collectivement mis à disposition de la collectivité, et je crois qu'il faudrait le réfléchir économiquement, juridiquement et scientifiquement en ces termes. Deuxième élément de définition, c'est un oxymore. Là, je prends un mot de littérature. Oxymore, c'est quand on rapproche deux mots qui ont un sens contradictoire. C'est un GAFA de service public. GAFA, service public, c'est le contraire. Là, on essaye de faire quelque chose qui fonctionne. Et les oxymores, vous savez quoi, en poésie, ça fait les plus beaux poèmes, hein, l'obscure clarté qui tombe des étoiles, ça marche très bien. Et je terminerai ma définition en disant qu'à mon sens, l'analogie la plus fructueuse que l'on puisse faire avec le Covid-19 Muséum, mais là encore, il faut une démonstration pour que ce soit autre chose qu'une analogie, c'est avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il y a ce même projet encyclopédique, il y a ce même projet de recherche d'un savoir qui soit donné à tous et les mêmes conséquences éventuelles du fait de proposer le savoir à tous, avec probablement d'ailleurs les mêmes années de travail, les mêmes difficultés, les mêmes complications et des conséquences politiques que vous et moi, nous ignorons. Donc, qu'est-ce que le Covid-19 Muséum, ce musée numérique? Un commun, un GAFA service public, une encyclopédie dans l'esprit de Diderot et d'Alembert, ou le maître, je vous l'ai dit, à la faculté de pharmacie, parce qu'il y a quand même des histoires de pharmacos, et puis au musée. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Juliette. Peut-être qu'on aurait pu parler d'un Wikipédia. Ah, mais tu es libre de tes comparaisons. Alors, je sais qu'on a beaucoup dépassé. Y a-t-il quand même des questions? Quand est-ce qu'on mange? Y a-t-il des questions ou est-ce que la démonstration a été suffisamment claire pour qu'on reporte les questions à une prochaine séance dans la salle? Je crois que j'ai parlé de manière... C'est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Vraiment, cette capacité d'analyse et de mise en abîme de certaines notions qu'on croyait comprendre, connaître, maîtriser en tant que scientifique, en tant que non littéraire sans doute, c'est fort possible, mais qui retrouve un écho dans ce muséum qui permet de repenser finalement l'humain, de repenser l'humain avec sa connaissance, son savoir, mais dans son milieu contemporain. Il y a une forme de contemporanéité, si je prends les œuvres d'art, qui transforme et transfigure finalement l'art antique, l'art ancien, l'art moderne. Et nous sommes finalement dans cette sorte de dimension, dans cet entre-deux finalement, entre le passé, puisque c'est aussi un passé, un musée. Le Covid-19 a 1 an, donc il est déjà au passé, mais en même temps il est au présent, il est au contemporain, il est aujourd'hui, et il sera là demain, après-demain. Donc il y a une sorte aussi d'anticipation.
Et je trouve ça extraordinaire la manière dont on peut concevoir un musée qui n'est que numérique, mais qui a aussi finalement, je dirais, bassement matériel, puisque le musée finalement, c'est nous, les humains, et nos mémoires vivantes, nos mémoires anciennes, et la manière dont vous le présentez, la manière dont le professeur l'a conçu, je le trouve vivement humain et uniquement humain. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que ça lui fera plaisir. Merci beaucoup, oui, effectivement. Je voudrais revenir sur le fait que tout à l'heure, Juliette nous a parlé du problème de la reconnaissance de l'autre et du fait que, effectivement, on connaît pas mal de constructions qui ont imposé justement ce genre de règles, ce genre de normes, ce genre de tout ce dont François et Juliette nous ont parlé ce matin. Et l'idée est de ramener d'une certaine manière à travers le Covid-19 Museum ces règles au minima. Et le minima des règles ouvertes, c'est de dire que justement, c'est une conservation qui est faite pour tous et que chacun puisse se l'approprier. Donc, je vous souhaite de vous approprier ces séances. Je vous souhaite une très bonne journée. Je voudrais encore vous présenter des excuses pour le cafouillage du début de la journée. Bon, j'ai vu que tout le monde a réussi à récupérer, donc c'est très, très, très bien. Et à la prochaine fois, le prochain séminaire est en lieu le 5 mars. Ce sera aussi un vendredi. Et encore une fois, vous êtes bienvenus pour venir jusqu'à la faculté de pharmacie et participer au séminaire en live. Voilà, bonne journée à tout le monde. Et encore une fois, merci à vous. Au revoir.